Bonjour à tous. Comment les très petites entreprises de Guadeloupe abordent-elles cette année 2021 ? Qu'ont-elles mis en œuvre pour ne pas sombrer face à la crise ? Nos patrons de TPE ont-ils le moral à l'entame de cette nouvelle année ? Alan Nagam, le président de la FTPE Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Alan Nagam, bonjour. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation, tous nos vœux pour cette année nouvelle. Je veux de bonne santé et de courage parce que cette année sera une année particulièrement difficile. Que peut-on souhaiter aux TPE de Guadeloupe en cette année 2021 ? Mais j'ai entendu parler de morale. Je pense que les chefs d'entreprise, les TPE, le moral, il est là. Et particulièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils doivent aborder l'année économique d'une autre façon. C'est-à-dire que nous devons arrêter de rester dans notre coin, de faire des entreprises pour créer nos emplois. Aujourd'hui, il s'agit de développer l'actionnariat, de développer aussi, de profiter du capital risque pour créer des sociétés d'envergure, c'est-à-dire des sociétés de meilleure qualité. Et voilà, donc je pense que c'est cela. Donc je le souhaite aux petites entreprises de leur dire que s'ils veulent passer le cap de 2021, c'est qu'ils doivent réorganiser leur manière de voir le développement économique. Et donc, il faut libérer les énergies, plus d'audace, c'est ça ? Libérer les énergies, plus d'audace. De toute façon, nous, à la FTPE, on a lancé la campagne de la relance de l'activité des entreprises. La région Guadeloupe fait la relance économique, et la relance économique de l'État. Nous avons pris le pari de la relance économique, mais aussi d'activité des entreprises, parce que nous souhaitons accompagner, que ce soit dans l'ingénierie financière, que ce soit aussi dans l'ingénierie de gestion, les gestions administratives, pour permettre aux entreprises de passer le cap et de se recréer. Nous devons revoir ça parce que le potentiel de la Guadeloupe est en jeu. Nous avons de quoi faire. Maintenant, nous devons effectivement voir le monde à partir de notre biodiversité végétale, animale et marine. Très bien. Il faut aller de l'avant, on l'a dit et répété, mais 2020 laissera des traces durablement. 2020 laissera des traces. On verra ça aux alentours du mois de mars. Beaucoup d'entreprises vont disparaître. Beaucoup resteront sur le carreau. Nous l'avons déjà réfléchi en amont. Donc c'est pour ça que nous disons, ce n'est pas la peine aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la problématique de la dette sociale et fiscale. Nous disons que s'il n'y a pas de résultat venant de l'État, nous demanderons aux entreprises d'offrir la dette à l'État et nous allons leur garantir une manière de recréer et de relancer une activité solide et pérenne. Les très petites entreprises n'ont pas été suffisamment accompagnées pour affronter la crise, c'est ce que vous dites là ? Ils n'ont pas, c'est vrai qu'il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas suffisamment été accompagnés, ils n'ont pas bénéficié de l'accompagnement. Il faut savoir que le chef d'entreprise guadeloupéen aussi a tendance à vouloir se calfeutrer et il ne faut pas savoir comment il peut réagir, son chiffre d'affaires, etc. Or, aujourd'hui, moi je le dis clairement, toutes les entreprises qui font entre 50 000 et 60 000 de chiffre d'affaires, ils ne peuvent pas continuer. Ce qui fait des revenus mensuels de salaire pour les chefs d'entreprise qui tournent entre 500 et 800 euros. Un chef d'entreprise ne peut pas vivre avec ça, particulièrement nos artisans. C'est pour ça que nous développons effectivement l'actionnariat pour les permettre de répondre à l'offre de marché et effectivement mieux gagner leur vie. À quelles difficultés avez-vous été confrontés, vous et vos mandants, pour être éligibles à toutes les aides proposées ? Non, mais nous avons été surtout confrontés à une difficulté, c'est-à-dire d'abord la comptabilité des entreprises. Ouais. Les entreprises, effectivement, n'étaient pas prêtes en début d'année, c'est-à-dire janvier, février, mars, pour répondre à cette difficulté-là. Donc, ils étaient un peu en retard. Heureusement que l'État a prolongé. Ensuite, il y avait aussi cette difficulté financière, parce qu'il faut savoir que beaucoup de créances communales n'ont pas permis aux entreprises d'avoir suffisamment les reins solides en trésorerie pour pouvoir effectivement avoir un bilan. Parce que quand vous savez que le PGE est accordé, c'est une garantie de l'État, mais avec l'argent des banques. Et les banques ne gagent leur argent que s'ils voient effectivement qu'au calcul de seuil de rentabilité, que vous soyez en mesure effectivement de supporter et les remboursements, bien sûr, qui arriveront. Bien sûr, je crois que ça a été reporté, mais ils ont raison de faire leur calcul parce qu'eux-mêmes, est-ce qu'ils faisaient confiance à l'État? Je ne sais pas. Il fallait faire quoi? Mettre plus de souplesse? Non, il fallait mettre plus de souplesse, il fallait effectivement plus parler aussi. Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment d'explications. Les banques sont un peu restées sur leur position. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis, les banques doivent rentrer dans le jeu. Ils doivent accompagner la relance.
accompagner le développement économique, ils doivent effectivement développer l'investissement dans les entreprises. Les banques doivent le faire. Et il faut arrêter effectivement parce que vous savez, c'est vrai que nous avons aujourd'hui pléthore de banques de détail. Moi, je sais aussi que nous avons des banques, ils ne sont peut-être pas nombreuses parce qu'ils sont au nombre de deux, qui ont les moyens effectivement de pouvoir accompagner le développement économique de l'Europe. C'est leur rôle, c'est à eux de mettre de l'argent dans l'entreprise. Ce n'est pas, bien sûr, les papas, maman, frères, sœurs, ils peuvent le faire dans l'apport au capital, mais les banques, effectivement, doivent financer leur bilan. Oui, l'éternelle frilosité des banques. L'éternelle frilosité, je crois qu'aujourd'hui... Elles font des efforts quand même. Mais non, je ne peux pas dire qu'ils ne font pas des efforts, parce que nous avons des banques partenaires avec qui nous discutons régulièrement, et ils ont envie, justement, parce que les dernières réunions que j'ai eues avec la Banque Verte, pour ne pas la citer, ils ont dit que nous sommes prêts à faire ensemble. Donc je crois que les chefs d'entreprise aussi doivent se mettre dans les paramètres pour faire ensemble. Effectivement, ce que ça voudrait dire, apporter des projets viables, apporter effectivement des projets calculés, des projets avec des seuils de rentabilité, avec une visibilité à 5-10 ans, qui vont permettre effectivement aux banquiers de voir où il met son argent. Donc je pense que moi je suis confiant parce qu'on a les moyens de faire, puisque nous aussi à la FTPE, on a mis un certain nombre d'outils en place justement pour accompagner cette sortie des entreprises dans la difficulté dont ils sont. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler, ou alors si je peux dire deux mots, je le dirai volontiers. Très bien. L'économie guadeloupéenne, comme partout ailleurs, navigue dans une certaine incertitude. C'est comme ça. Pour autant, des opportunités peuvent être saisies. Il faut foncer à l'exemple du consortium de Corsair. Mais l'exemple du consortium de Corsair, bon, je dis ça, ben, c'est vrai que nous-mêmes aussi à la FTPE, nous avons aussi créé le consortium caribéen SA. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs d'un projet qui s'appelle Guadeloupe Éolien Offshore. C'est un projet qui va dans l'exportation d'énergie. Et aujourd'hui, où l'État français parle d'hydrogène, nous pouvons, en Guadeloupe, avec un partenariat fort, un consortium fort, être les premiers producteurs. Et c'est ce que je disais à l'ADEME d'ailleurs, parce que l'ADEME, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que beaucoup de grandes entreprises sont en train de converger vers le projet Géo. Donc, ce qui serait bon, c'est que nous soyons le plus grand nombre de Guadeloupéens possible au capital de ce qui va arriver, parce que il faut savoir que l'hydrogène, c'est l'économie verte, et c'est ça, c'est l'économie de demain. Donc aujourd'hui, nous pouvons développer la mobilité, nous pouvons développer effectivement les véhicules en hydrogène, ce qui donnera une chance aux stations-service demain, parce qu'ils auront besoin d'avoir de quoi. Donc l'hydrogène pour le ménager, c'est une orientation de développement, donc nous sommes déjà dessus. Parfait. Donc l'exemple du consortium Corsair, d'ailleurs j'ai été le premier à les féliciter. Jamais le patronat guadeloupéen n'a été aussi à la manœuvre pour faire bouger les lignes dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire les choses. Il faut savoir effectivement affronter les choses. Il faut savoir parler au monde politique. Parce que des fois aussi, on parle que les banques sont frileuses. Mais nos politiques sont timides. Ils sont timides face aux... La preuve, on vient de vivre quelque chose, une démonstration où quand certains osent dire au gouvernement nous n'acceptons pas que vous le fassiez de cette façon-là, d'autres s'engouffrent pour dire non, mais nous acceptons parce qu'ils ne jouent quoi? Ils ne jouent que le calendrier électoral. Il faut que ça s'arrête. Il faut effectivement que nous puissions déjà là avancer vers autre chose, de manière à ce que nous puissions construire la radio. Le monde économique a besoin des politiques, parce que le président de la République, c'est un politique, le Premier ministre aussi est un politique, donc nous avons besoin des politiques pour accompagner nos projets et nos orientations économiques de développement. Et ce monde économique guadeloupéen, il gagnerait à se faire entendre davantage, à peser beaucoup plus sur les décisions politiques? Il faut, ça c'est mon vœu le plus cher depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est compatible, ça? C'est très compatible parce que on a la loi Notre aujourd'hui qui donne un certain nombre de prérogatives à la collectivité régionale. Nous avons aussi la gestion des fonds fédères, et je dis aussi que nous avons pris une fâcheuse habitude de nous contenter de ça. Il faut que les Guadeloupéens sachent qu'à côté des fonds fédéraux, il y a les fonds COSME, il y a les Horizon 2020, il y a aussi les fonds ITI, il y a un certain nombre de fonds qui peuvent répondre à la problématique du dispositif de l'économie guadeloupéenne. Nous devons aller à l'ingénierie effectivement européenne pour que nous puissions effectivement accompagner le développement économique. Donc, et nos politiques aussi doivent, je le dis souvent, ils doivent aussi s'informer sur ce qui existe pour le développement. Ils ne s'informent pas suffisamment ou alors ils se contentent des paroles dites
par un ministre de passage ou un préfet, etc. C'est à nous de construire notre territoire. Alors, comment organiser cette co-construction nécessaire pour notre territoire entre l'économie et le politique? Les politiques aujourd'hui doivent suivre ce que nous disons. Je pense que la démonstration a été faite à la dernière plénière de la région Guadeloupe, où on a vu le président du MEDEF arriver avec une solution claire. Le président de la FTPE est arrivé avec une solution très claire aussi. Et ensuite, une task force qu'a mis en place le président de région avec, je crois que c'est Henri Acou qui pilote ça. Nous convergeons déjà vers quelque chose de possible. Alors je crois que c'est ça. Donc la démonstration a été faite que quand le politique suit l'orientation économique du monde économique, eh bien, les choses sont possibles. Les politiques doivent savoir écouter. Écouter, vraiment écouter et encore mettre en œuvre les orientations que nous leur proposons. Et je crois aussi que si depuis tantôt, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, je crois que ça remonte depuis août 2018, où nous, le monde politique, nous avons donné une solution s'agissant de l'eau, malheureusement, cette solution n'a jamais été suivie et on constate encore qu'il existe une cacophonie qui tourne et qui n'aboutit pas. Mais la solution que nous avons proposée, si c'était fait, avec l'engagement de l'État, un administrateur judiciaire pour gérer la passation s'agissant du SIAG, parce qu'il faut à un moment donné, il faut qu'on le dise, dans la dette du SIAG, il y a une partie de l'État, une partie de la Générale des Eaux et certainement une partie aussi de nos élus politiques. Mais pour cela, pour que nous puissions arriver dans une construction pérenne de ce dispositif-là, nous devons effectivement avoir un professionnel. Moi, je conseillerais aux élus de choisir un administrateur judiciaire pour gérer les passations de la dette SIAG au nouveau syndicat. Pas un SMO. Ouais. Mais peut-être un syndicat mixte de je ne sais trop quoi, mais pour l'affermage et de manière avec certainement un conseil de surveillance fort, regroupant l'État, parce que l'État a de l'argent, l'État a la CDC, l'État a l'AFD, et aussi les politiques, mais aussi le monde économique, parce que nous avons une chambre de commerce qui, comme à l'aéroport et au port, représente le monde économique, et aussi les usagers de l'eau. Aussi, mais le personnel à travers les syndicats, ces gens-là doivent faire partie d'un conseil de surveillance pour pouvoir effectivement donner les orientations. Et nous croyons, nous, monde économique, à un directoire professionnel. Oui, donc ce qui est à l'œuvre là ne vous convient pas, ne vous rassure pas. Non, moi je regarde les politiques travailler, mais ça ne me rassure pas parce que nous savons effectivement, quand on a un business model, c'est à l'usage qu'on voit effectivement que le business model est rentable. Moi aujourd'hui, ce que je constate, c'est que nous avons une organisation que je peux qualifier de Cap Excellence avec Eau d'Excellence qui fonctionne, qui a ses orientations, qui n'a besoin de personne. Nous avons effectivement le SIAG avec des communautés d'agglo qui sont nommés, qui sont tous au bord de la dette, quoi. Ils ont pas du tout les moyens. Donc, comment on peut mettre en œuvre une organisation si on n'a pas un capital à déposer? Et c'est cette inquiétude-là que nous avons au niveau du monde économique, c'est-à-dire comment, parce que là, je pense qu'ils veulent créer une structure, mais ils veulent que l'argent vienne du département et de la région. À mon avis, ce n'est ni le rôle du département ni le rôle de la région, mais c'est vrai que la volonté politique voudrait qu'ils le font volontiers, pourquoi pas, mais à un moment donné, nous devons effectivement mettre chaque chose dans son casier. Et c'est comme ça que nous allons réussir. Quels seront les grands chantiers de la FTPE Guadeloupe cette année? Les chantiers de la FTPE, c'est d'abord la société de coopérative commerciale pour accompagner les entreprises qui vont pouvoir. Donc nous avons créé une société coopérative à 6 pôles. Pôle agricole, pôle industriel, aussi... j'oublie même le pôle alimentation, il y a aussi pour le commerce, il y a le pôle de développement, il y a un certain nombre de pôles qui permettraient effectivement aux entreprises de se retrouver. Et effectivement, ils mettent les chefs d'entreprise dans des conditions de travail sans qu'ils aient à se soucier de développement de l'entreprise. Ils auront en tant que chef d'équipe, leur rôle à jouer, effectivement. Donc, ils auront à travailler comme ils savent le faire et ils n'auront pas à se soucier de la gestion de l'entreprise. Ensuite, nous avons effectivement un outil qui, de plus en plus, est un peu contesté par certains parce qu'ils trouvent que on vient manger dans leur manger, c'est-à-dire qu'on a créé la Copam Assurance. La Copam Assurance pour la décennale nominative de la RCPO. Cela, dans la loi Hamon, l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Copam, c'est 840 et entreprises sociétaires adhérentes à la FTPE qui en bénéficient. Donc,
Donc, ça veut dire que nous sommes dans la caution solidaire. Donc, nous remplissons les rôles, parce que beaucoup nous disent, oui, la CPR, l'ORIAS, etc. Notre rôle, c'est effectivement d'avoir notre propre garant à travers le nombre. Nous le représentons, et sans, même si nous avons 2 millions de garanties de côté, mais parce qu'effectivement, nous avons pu faire ça. On a demandé ça à la région, mais les administratifs de la région n'ont pas su réagir à temps parce qu'ils n'avaient pas compris le système. Et actuellement, nous avons ça, nous proposons ça. Nous en avons discuté avec les représentants, la mission de Bercy, quand ils sont venus, ils se sont penchés sur la problématique de l'assurance en Outre-mer. Nous avons largement discuté, nous avons continué à y faire par des échanges de mails, à leur faire cette proposition, et je crois qu'ils ont retenu que c'était une solution pour l'assurance en Outre-mer. J'espère qu'à un moment donné, que les 4 grandes boîtes d'assurance qui sont sur le territoire français vont pouvoir nous laisser travailler et accepter que les petites entreprises se défendent pour créer leur propre assurance dans l'économie sociale et solidaire s'entend. Alan Nagam, merci d'avoir répondu à nos questions dans Franc-Parler. Merci à vous, parce que c'est vrai que donner l'opportunité comme cela de dire un certain nombre de choses et des vérités, parce que la Guadeloupe peut gagner. Et je le dis fort, la Guadeloupe peut gagner avant la France. Parce que nous sommes 90 km² de zone exclusive économique de la France. C'est-à-dire que c'est nous qui avons la réserve de la France. Et si nous n'exploitons pas, si nous laissons les autres venir chez nous, faire à notre place ce qu'ils doivent faire, eh bien nous allons perdre. Nous perdons déjà dans le tourisme à des haies. Nous perdrons ensuite dans le photovoltaïque et dans l'éolien terrestre, même si je suis contre l'éolien terrestre, parce qu'on voit ce que ça fait aujourd'hui à Sainte-Rose, les gens commencent à se plaindre, mais il y a une chose, c'est que nous avons la mer, qui est une essence essentielle pour l'avenir de demain. L'économie verte, quand on entend ça, l'hydrogène, ça doit être notre vecteur de demain pour pouvoir développer la Guadeloupe. Et donner du travail technologique à nos jeunes. Comme ça, nos jeunes intelligents vont devoir revenir. Géo, c'est 15 000 emplois de haute technologie. Parfait. Merci Alan Nagam. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur Éclair TV.